Manos Antoninis, vous êtes le directeur du rapport mondial de suivi sur l'éducation. Vous nous rejoignez depuis Paris, en France. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, l'UNESCO et la Banque mondiale viennent de publier un rapport sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur le financement de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce rapport? Alors, c'était une nouvelle série de rapports sur le progrès de financement de l'éducation dans le monde, mais aussi cette courte publication se concentre également sur un sujet chaque année. Et cette année, le sujet est l'effet du COVID-19 sur le budget de l'éducation. Et on a collecté des informations pour plus de la moitié de la population étudiante du monde. Et ça qu'on observe, c'est que le budget de l'éducation ne s'ajuste pas en proportion des défis posés par le COVID-19, en particulier dans les pays les plus pauvres. Malgré des besoins financiers accrus, des tiers des pays à faible et moyen revenus ont réduit le budget alloué à l'instruction publique depuis le début de la pandémie. À titre de comparaison, un tiers seulement des pays à revenus moyens supérieurs et élevés ont réduit leur budget. Ces coupes ont été relativement modestes jusqu'à présent, mais elles risquent de s'accentuer à mesure que la pandémie continue de prélever son tribut sur le plan économique et que les rentrées fiscales se détériorent. Ces différentes tendances creusent sensiblement les disparités déjà importantes en matière de dépenses entre les pays à faible revenu et les pays à revenus élevés. Alors, à combien s'élèvent les besoins en financement à l'heure actuelle pour les pays en voie de développement? Normalement, notre objectif, c'est que le pays on dépense quasiment entre 4 ou 6% de leur PIB. Mais malheureusement, pendant les dernières années, ça c'est pas toujours la réalité. La mobilisation de plus de financement public est souvent limitée par des revenus limités. Nous regardons les comptes en termes de combien ils dépensent en proportion de PIB et aussi de la part de ces dépenses consacrées à l'éducation. Certains pays comme l'Ouganda se situent en dessous des moyens pour les deux indicateurs, tandis que d'autres pays, comme le Mozambique, sont bien au-dessus. Compte tenu des niveaux actuels des dépenses publiques totales, l'Ouganda devrait consacrer plus d'un quart de son budget global à l'éducation pour atteindre même le niveau le plus bas de 4% de PIB. Compte tenu des priorités concurrentes en matière de dépenses publiques, il semble peu probable que des augmentations significatives du financement de l'éducation soient réalisées avec juste une plus grande priorisation de l'éducation dans le budget gouvernemental. Dans de nombreux pays, cela exigera également des efforts plus larges de mobilisation des ressources nationales pour augmenter les recettes publiques. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver les financements, il s'agit aussi de les rendre plus efficaces. C'est vrai, et particulièrement au contexte de COVID-19, la réouverture des écoles a une incidence financière compte tenu de l'application des protocoles sanitaires et des conséquences de la fermeture prolongée des établissements scolaires sur l'apprentissage et l'attachement à l'école. Les systèmes éducatifs de pays à faible revenu et à revenus moyens doivent faire face à ces nouveaux défis, alors même qu'en raison de la lenteur de progrès accompli pour atteindre l'ODD 4, notre objectif mondial d'éducation. Et en envisageant quelques hypothèses probables relatives à la fermeture des écoles et la croissance de PIB, on estime que le déficit de financement annuel a augmenté dans les pays à revenus plus faibles jusqu'à 45 milliards de dollars, soit de près d'un tiers. Alors, le gouvernement n'a d'autre choix que d'assumer les coûts différents afférents au protocole de réouverture. Et le message clé, c'est que les gouvernements ont la possibilité d'investir dans des stratégies de rescolarisation et plus particulièrement dans des programmes de rattrapage afin de briser résolument le cercle vicieux potentiel de redoublement, du décrochage et de la déscolarisation. Les mois à venir seront déterminants pour passer à l'action et empêcher ainsi que ces cohortes d'étudiants ne deviennent
une génération perdue. Une génération perdue, personne ne veut de ça. Mais en même temps, votre rapport dit que, vous venez de parler du financement de la part du gouvernement, mais votre rapport dit que l'aide internationale représente seulement 1% de l'apport à l'éducation au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Au niveau mondial, oui, mais au niveau de pays plus pauvres, c'est un soutien assez important. Le rapport note que les dépenses consacrées à l'éducation et les aides à l'éducation ont augmenté de 21% au cours des 10 dernières années. Les décaissements ont rapidement augmenté dans les années 2000, mais ont diminué entre 2010 et 2014 à la suite de la grande crise financière. Mais depuis 2014, l'aide à l'éducation a augmenté de 30%, atteignant son plus haut niveau jamais enregistré à 15,9 milliards de dollars en 2019. Toutefois, les contraintes budgétaires, les autres besoins sectoriels et les changements dans le schéma de mobilité des élèves et étudiants laissent penser que l'aide extérieure en faveur de l'éducation pourrait diminuer jusqu'à 2 milliards de dollars où est vraiment le plus nécessaire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des objectifs de développement durable. Quel est l'impact, s'il est déjà difficile de trouver les financements pour l'éducation en général, quel est l'impact que ça a pour des cibles plus précises, comme par exemple garantir l'accès pour les jeunes filles dans l'éducation? Ça, vraiment, on n'a pas encore d'informations assez précises pour vérifier quelles sont les tendances. En fait, la pandémie a apporté une crise même dans la collection de données partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Et il y a quelques projections. Par exemple, l'UNESCO a estimé que 11 millions d'enfants de l'âge du primaire et du secondaire peut-être ne rentrent pas à l'école pendant cette année. Mais jusqu'à ce moment-là, on n'est pas sûr vraiment qu'est-ce qui se passe. Ça qu'on sait très bien, c'est que tous les enfants, mais particulièrement les enfants plus pauvres, ont besoin d'aide à l'école, d'aide scolaire, pour rattraper, pour faire des progrès qui ont perdu pendant l'année passée. Je sais que ce n'est pas le focus de votre rapport, mais dans beaucoup de pays, en fait, l'école, c'est l'un des endroits où les enfants ont la capacité de se nourrir convenablement. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce besoin, ce manque de financement, comment l'impact sur la nutrition des enfants en âge scolaire? Oui, c'est vrai. L'école, c'est pas seulement un lieu pour l'apprentissage, c'est aussi un lieu pour plusieurs services sociaux, même inclus la nourriture et l'impact dans plusieurs programmes partout dans le monde était assez sévère. Et il y a quelques gouvernements qui ont essayé de transformer le système de fournir l'école et les familles avec de la nourriture. Mais on sait très bien que ça, ce n'était pas suffisant. Et il y a aussi une crise de la nourriture qui va avoir encore un effet indirect sur la capacité des étudiants plus pauvres d'apprendre. Alors, le rapport, vous en avez parlé tout à l'heure, note des vastes inégalités d'un pays à un autre, et même, sur le même continent comme en Afrique. Quels sont ces pays-là qui ont su garder la route en termes de financement et de l'efficacité de leur programme d'éducation? Ça dépend parce que les contextes sont très différents. Ça dépend de comment le pays ont mis en place leur programme de décentralisation, par exemple, et si les gouvernements locaux ont développé leur capacité de continuer à servir leur population locale. Mais peut-être un exemple d'une décentralisation qui était
très bien fait, c'est l'exemple d'Éthiopie. L'Éthiopie a développé plusieurs systèmes de partager des ressources, mais aussi de développer les capacités des autorités de district ou sous-district, et avec un grand degré de suivi. Et si tous les gouvernements locaux ont achevé un succès à leur objectif. Et ça, c'est très important parce qu'une décentralisation sans suivi et sans soutien complémentaire pourrait exacerber les inégalités. Manos Antoninis, je rappelle que vous êtes le directeur du rapport mondial de suivi sur l'éducation. Vous nous rejoignez depuis Paris, en France. Merci. Merci à vous.